de 86 à nos jours, je n'ai jamais vécu dans un pays stable politiquement. Il y avait toujours des crises par-ci par-là, des crises sociales, des émeutes de la faim, etc. Des manifestations par-ci par-là, l'école qui ne fonctionne pas, des gens qui crèvent de faim un peu partout. Moi, j'ai jamais vécu dans un pays où la stabilité régnait. Jamais. Je suis une victime. J'ai laissé le pays à un moment où je devais laisser le pays. Les jeunes qui sont armés, et pourquoi ils sont armés? Pourquoi ce sont les quartiers les plus défavorisés qui sont aujourd'hui enclins à plus de violence, à plus de délinquance? Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans les studios de Haïti Inter John Wesley Delva, qui est poète, journaliste et qui est peut-être un petit peu plus de ça. Et on va lui laisser se présenter pour nous dire qui il est vraiment. Bonjour John Wesley Delva. Bonjour Guy, c'est un plaisir d'être là et merci de l'invitation. Merci, c'est pour nous aussi un plaisir de vous recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour le public d'Haïti Inter? Je m'appelle John Wesley Delva, je suis haïtien tout d'abord, je suis journaliste, poète. J'ai travaillé en Haïti pour plusieurs médias, dont Télémax et Radio-Télévision Caraïbes. Et j'ai immigré à Montréal en 2016. Et c'est là que j'allais commencer une carrière, on va dire, en matière de poésie, d'écriture et de littérature. Et j'allais justement commencer à produire des recueils de poèmes. Et là, je suis sur mon 7e recueil de poèmes, dont le dernier en date, Mots et silence éphémères. Très bien, très bien, très bien. Alors, je voulais savoir, est-ce que, au départ, vous n'étiez pas écrivain au tout départ, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Déjà, c'est le fait de vouloir exister autrement. C'est le fait de vouloir justement m'exprimer et exprimer ce que j'ai comme vision du monde, ce que j'ai comme ressenti aussi. À partir du moment où j'avais ce besoin d'exister autrement, d'habiter le monde autrement, et j'ai commencé à écrire. D'accord. Alors, je me suis posé la question, est-ce que le séisme, comment dire, a eu un effet sur votre carrière d'écriture? Est-ce que c'est, en fait, est-ce que ça parce que vous avez un recueil qui s'appelle Des rêves ensanglantés. J'ai pensé à ça, je l'ai pas lu, mais je me suis dit, est-ce que ça... Des rêves ensanglantés, effectivement, c'est mon premier recueil de poèmes, c'est un recueil de jeunesse, bien sûr, et c'est ce recueil-là qui m'a introduit dans le champ de l'écriture. Effectivement, c'est le séisme du 12 janvier qui m'a inspiré ce recueil-là, parce que j'ai eu à vivre ce drame, et d'ailleurs j'ai failli être victime dans ce tremblement de terre. J'étais à la faculté de technologie à l'époque et j'ai vu des murs tomber, j'ai vu la terre trembler, et à la sortie de l'enceinte du bâtiment, j'ai vu des morts éparpillés partout et sur la chaussée. C'était dramatique, c'était douloureux de vivre ça, et ça m'a porté aussi à prendre ma plume pour exprimer cette douleur, cette souffrance que j'ai vécue. Voilà. Wow, c'est-à-dire que vous étiez à ce moment-là dans l'enceinte de... Absolument, j'étais dans l'enceinte de la faculté, j'étais avec des camarades, on discutait, on parlait. À ce moment-là, il y a un professeur qui a été lâchement assassiné par des bandits armés. Des bandits, il y en avait encore dans le pays, et on pleurait la mort de ce géant professeur. C'est Annie Louis Juste, que son âme repose en paix. Et pendant qu'on discutait sur la cour, on a ressenti quand même quelque chose de fort, parce que c'était la première fois qu'on avait vu ça. Moi, je pensais que c'était à l'époque les agents de la MINUSTAH qui tiraient sur le bâtiment, mais c'était pas ça, c'était le tremblement de terre. Et à ce moment-là, on se mettait à courir par-ci par-là, et voilà, jusqu'à ce qu'on se retrouve dehors. Et c'est là qu'on a compris que c'était un tremblement de terre. Wow, évidemment, je pense que ça, c'est des choses qui ne se guérissent pas. Alors, aujourd'hui, vous vivez au Canada, vous l'avez dit au début. Et qu'est-ce que ça vous fait de ne plus vivre dans ce pays, en Haïti?
Ben, je crois que Haïti, c'est vrai que j'ai laissé Haïti, ça fait bientôt 10 ans, mais Haïti continue de m'habiter. Haïti m'habite encore parce que j'ai grandi en Haïti. Haïti m'a tout donné. J'étais à l'université en Haïti. Donc, c'est-à-dire, je porte un bout du pays en moi. Donc, le fait de ne pas pouvoir vivre dans mon pays, c'est une charge assez lourde que je porte sur mon dos, sur mon cœur. Et justement, j'ai encore le mal du pays parce que je vis au Canada, mais j'ai encore ce sentiment que je ne suis pas chez moi, que j'ai envie de retourner, ne serait-ce que pour aller prendre un bon bain de soleil, parce qu'il fait terriblement chaud au Canada, terriblement froid. Ah ben oui, j'imagine, ouais. Effectivement, il fait très froid. Mais vous y êtes retourné depuis que vous êtes au Canada ou pas? Non, je ne suis pas retourné. Je ne suis pas retourné pour la simple et bonne raison que, justement, je suis un exilé politique. Je suis un exilé politique et, justement, à chaque fois que ça va mal, à chaque fois que, justement, ça s'aggrave, donc j'ai du mal à retourner dans ce pays, mais je porte encore le pays dans mon cœur et j'attends impatiemment ce jour où je vais y retourner parce que je crois que j'ai une responsabilité de génération. Ouais. Et puis j'imagine aussi que vous y retournez pas, mais les images terribles qu'on voit parfois d'Haïti sur les réseaux, ça vous fait quoi? Bon, ça me parle, ça me déchire le cœur, ça me fend le cœur parce que justement, et c'est pour ça d'ailleurs que je continue à prendre position par rapport à Haïti. Il est vrai que je suis à distance, mais grâce aux réseaux sociaux, je continue de mobiliser une parole, ne serait-ce que poétiquement et pour dire que ça va mal. Pour exprimer aussi mon amour par rapport au pays, parce que c'est vrai qu'on est loin, mais on peut toujours s'engager, on peut toujours et souhaiter que quelque chose bouge autrement. D'accord. Et justement, et vous, qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que vous pensez que en écrivant, en prenant des positions sur les réseaux sociaux, ça va changer quoi que ce soit à la situation? Bon, l'important, c'est de ne pas rester silencieux face aux dérives de ce pays, face aux dérives auxquelles ce pays est enclin. Il faut continuer en dépit de tout, parce que le silence c'est encore pire, il faut continuer à dire le mal. Et c'est ça ce que je prends comme responsabilité, c'est de continuer à dire que le pays va mal. C'est vrai, il faut aller au-delà de la parole, il faut poser des actions concrètes, mais il faut aussi commencer par la parole, parce qu'au commencement était la parole. Donc je pense que la parole aussi peut aider à faire bouger les choses, et la parole a une portée, on va dire, la parole est aussi action, puisque ça peut porter les dirigeants à réfléchir autrement, les citoyens à prendre leurs responsabilités. Oui, je pense que de ce lieu-là, et j'assume ma responsabilité. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent aujourd'hui on n'a plus besoin de parole parce que on a tellement dit, on a tout dit, voilà, et que maintenant il faut vraiment des actions. Je pense que la parole, on aura toujours besoin parce que justement, il faut continuer à parler. D'ailleurs, on a ce besoin de parole dans ce pays parce que les Haïtiens ne se parlent plus. On ne se parle plus parce que justement on est dans une forme de crise de confiance. On ne fait pas confiance. Les uns ne font pas confiance aux autres, qui fait qu'on n'arrive pas justement à s'asseoir pour construire du collectif, pour produire un projet collectif. On aura toujours besoin de paroles parce qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise les choses pour pouvoir avancer ensemble. Ouais, mais pas que. Vas-y. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi agir, il faut prendre des initiatives citoyennes, il faut s'organiser, il faut se mobiliser, il faut agir aussi dans le social, dans l'environnement, dans l'éducation. Et je pense qu'on peut, à un certain moment, oui, commencer à se dire, on va arrêter de parler pour agir, mais il faut aussi, en agissant, il faut aussi dialoguer, il faut qu'on dise les vraies choses. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui explique, on va dire, ce pourrissement de la situation en Haïti? Parce que quand même, des observateurs, en fait, surtout les gens, ceux qui ne sont pas haïtiens, qui n'ont pas suivi peut-être, l'histoire politique récente d'Haïti, se demandent, mais comment ce pays, qui a vraiment une histoire glorieuse, comment on a pu arriver à cet état de choses, de cette pourriture, d'une situation intenable, invivable? Comment vous l'expliquez, vous? Moi, je crois que pour comprendre Haïti, il faut adopter une perspective de longue durée. Il faut aller sur une temporalité plutôt longue. Parce que si on s'accroche uniquement à l'actualité, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Donc il faut aller bien sûr à l'histoire coloniale de ce pays, tout ce qu'on a vécu pendant cette période
triste de notre histoire, la colonisation, la dette de l'indépendance aussi, ça allait peser très lourd sur le devenir historique de ce pays. Et donc on ne saurait négliger cet apport, on ne saurait négliger ce côté, le côté de l'histoire par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut aller un peu plus loin, mais il faut aussi voir comment nos dirigeants aussi se sont accaparés du pouvoir et comment ils ont dilapidé les fonds publics, c'est-à-dire la corruption endémique que ce pays a connue. Tout ça justement participe à la déconstruction du tissu social haïtien. Donc il faut aller sur le long terme. Mais maintenant, il faut aussi considérer ces 10 dernières années, comment aussi les dirigeants se sont accaparés du pouvoir, comment ils ont utilisé les ressources, comment ils ont géré l'État, comment ils n'ont pas investi dans un projet collectif, dans le social, dans l'environnement, dans la production de richesses dans ce pays. Comment on est arrivé là? C'est parce que justement, ces dirigeants-là, ils n'ont pas posé des actions progressiste pour changer l'État, pour changer la société dans son ensemble. Et je crois que c'est là, à partir de ce lieu-là, qu'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes qui sont armés, et pourquoi ils sont armés? Pourquoi ce sont les quartiers les plus défavorisés qui sont aujourd'hui enclins à plus de violence, à plus de délinquance? Et parce qu'il n'y a pas de programmes sociaux, il n'y a pas d'accompagnement justement aux jeunes. Donc tout ça justement, il faut le voir. Donc comprendre Haïti aujourd'hui, c'est aller dans l'histoire, aller un petit peu plus loin, retourner un petit peu dans le passé, mais aussi voir ce que nos dirigeants ils ont fait dans le présent et comment ils ont contribué justement à détruire ce pays. C'est vrai, à vous entendre là, c'est vrai que votre diagnostic est juste, on est obligé de l'admettre, mais en même temps, on s'est dit, ça paraît tellement simple, pourquoi avec un diagnostic comme ça, aussi clair et limpide comme vous le faites là, et pourquoi, quelqu'un ne dit pas, oh mon Dieu, mais c'est bon, on change les choses en fait. Et pourquoi ça se fait pas? Pourquoi on ne... Mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va changer les choses. Je crois que c'est plutôt un réveil collectif. Il faut un réveil citoyen. C'est tous les Haïtiens. Bon, je suis pas, bien entendu, dans une vision unanimiste pour dire que tout le monde va se mettre d'accord, mais il faut que la majorité accepte de s'asseoir et de dire les vraies choses. On a un pays à sauver, il faut le sauver. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On manque du collectif. Les gens, ils réussissent individuellement. Et c'est ça qu'ils font dans l'État. Quand ils sont dans le pouvoir, ils réussissent individuellement à acheter de belles maisons, à acheter de belles voitures, et de belles femmes, ils en ont à gogo, bien sûr. Mais collectivement, ils ont du mal à réussir, c'est-à-dire à permettre en sorte que chaque Haïtien puisse vivre dans ce pays, à rendre habitable ce pays, c'est ce qui manque. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un messie, quelqu'un qui va avoir une baguette magique, qui va tout changer, mais je crois qu'il faut un réveil collectif, un mouvement citoyen qui va aborder les problèmes dans leur complexité et justement toucher la plaie du droit. Mais je sais pas, mais j'ai du mal, moi, à croire dans ce réveil collectif, parce que toutes les grandes révolutions ont toujours été faites par une minorité, je suis désolé, et que derrière, le peuple suit. Est-ce que vous pensez vraiment spontanément une majorité va s'élever comme ça? Non, ça s'est jamais fait dans l'histoire. Ce n'est pas la majorité qui va mais ça prend aussi un leadership collectif. La révolution haïtienne n'a pas été faite seulement par Dessalines. Il y avait plein d'autres personnes qui étaient avec lui, Pétion, Saint-Christophe, etc. Oui. Donc il faut justement un leadership collectif, mais conscient de ce problème, des problèmes auxquels on est confronté, et conscient qu'il y a un pays à sauver et justement et porter les autres à agir. Donc il faut d'abord commencer par un réveil collectif, et c'est ça justement la responsabilité de nos élites intellectuelles et politiques de ce pays. Donc il faut des élites conscientes, il faut justement retourner si vous voulez, à la vocation de l'élite de Jean Price-Mars pour savoir que nous avons cette vocation d'agir sur le social, d'agir sur la politique, d'agir sur l'environnement pour pouvoir changer les choses. Donc oui, ça prend des élites pour porter la majorité à agir autrement. Très bien. Alors aujourd'hui, on assiste à quelque chose, on va dire, sans précédent dans l'histoire haïtienne. C'est-à-dire, c'est la fuite des cerveaux, les jeunes. C'est-à-dire que maintenant, on va dire, tout le monde rêve de partir. C'est-à-dire, comment, en fait, ce phénomène, ce cataclysme, comment vous l'examinez? Parce que j'imagine à l'époque où vous avez quitté Haïti, il y avait, en fait, le pays fonctionnait, on va dire, plus ou moins, entre guillemets, normalement, mais aujourd'hui, plus personne, on va dire, le rêve d'un jeune Haïtien, c'est de partir, quitter le pays. Et c'est bien dommage de le dire, que Haïti devient un territoire de transit pour
pour ses propres enfants, pour ses propres fils. C'est bien dommage de le dire, mais c'est parce que moi je suis de la génération 86, mais on va l'admettre, de 86 à nos jours, je n'ai jamais vécu dans un pays stable politiquement. Il y a toujours, mis à part la gouvernance de René Préval, mais il y avait toujours des crises par-ci par-là, des crises sociales, des émeutes de la faim, etc., des manifestations par-ci par-là, l'école qui ne fonctionne pas, des gens qui crèvent de faim un peu partout. Moi, j'ai jamais vécu dans un pays où la stabilité régnait, jamais. Donc, et je pense que c'est cela qui porte nos intellectuels, nos jeunes, à vouloir aller se réinventer ailleurs. Et c'est bien dommage de le dire, c'est un constat. Et voilà. Et moi, je suis une victime. J'ai laissé le pays à un moment où je devais laisser le pays. Mais toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'un jeune laisse le pays, parce que le pays ne fonctionne pas. Sur le plan universitaire, ça ne marche pas. D'ailleurs, si on veut faire un doctorat aujourd'hui en médecine, est-ce qu'il y a possibilité de le faire en Haïti? Non. Là, un jeune qui rêve d'avoir un doctorat en médecine ou dans un domaine comme en agronomie, il doit partir. Si un jeune, il rêve de devenir, par exemple, astrophysicien, est-ce qu'il peut le devenir en Haïti? Non, parce qu'il n'y a pas justement une école qui forme des astrophysiciens en Haïti. Donc, c'est-à-dire, même à ce niveau-là, toutes les conditions se réunissent pour qu'on parte. Mais il faut aussi se dire, mais si tout le monde part, qui va changer Haïti? Justement. Et c'est ça la grande problématique. Est-ce que j'ai la réponse? Et intellectuellement, je ne suis pas capable de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'évidemment, je comprends les situations personnelles et individuelles, quelqu'un qui part, parce qu'il a un projet qu'il ne peut pas réaliser en Haïti et tout ça, mais si tout le monde... C'est pour ça que le plan Biden, juste une petite parenthèse, on va dire, avait posé, c'était un problème, fondamental, c'était un appel d'air, c'est-à-dire que quelqu'un quitte le pays, un individu, pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, professionnelles, c'est tout ça. On va dire, c'est l'histoire humaine. C'est l'histoire humaine, voilà, les gens partent, les gens émigrent et tout ça, c'est normal. Mais par exemple, quand il y a un appel d'air et qu'on encourage vraiment toute une population, toute une jeunesse à fuir, à quitter le pays, après, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, et puis les résultats aujourd'hui... Mais je pense que, et Guy Ferrolus, on peut même à distance, aider à faire bouger les choses en Haïti. Par exemple, il y a certains éléments de la diaspora qui, justement, font des choses en Haïti, qui investissent, etc., qui posent des actions qui peuvent faire bouger certaines choses. Et la diaspora, par exemple, chinoise, aide de son côté, à distance, aide à l'économie de son pays. Il y a la diaspora africaine qui aide d'une certaine façon ou d'une autre à faire avancer les choses au pays. Mais nous autres aussi en Haïti, et la diaspora haïtienne, on peut essayer, même à distance, d'aider le pays. Donc d'aider, soit en prenant des initiatives citoyennes pour aller investir, etc. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de dire que bon voilà, on est dehors, on peut rien faire. On ne peut pas se contenter de dire ça. C'est vrai qu'on est à distance, mais on peut. Aujourd'hui, on a la technologie, on a plein de moyens qui peuvent nous permettre d'aller au pays, ou même à distance, si tu veux, si vous voulez, de faire quelque chose pour aider quelque chose à bouger, etc. Mais ça, c'est une autre problématique. La diaspora haïtienne a tant fait pour ce pays. Et je pense à ce niveau-là, la diaspora n'a rien à se reprocher. Mais c'est pas là, en fait. Au-delà de la diaspora, mais il faut qu'il y ait un pays réel, en fait. Un pays où il y a des cadres, un pays où il y a des institutions, un pays où il y a des Haïtiens qui y vivent, un pays où, si un Haïtien veut se réaliser dans ce pays-là, qu'il puisse le faire. En fait, c'est beau d'avoir des diasporas, vous me parlez de la diaspora chinoise, évidemment, mais il y a la Chine qui existe, il y a des Chinois qui existent en Chine, il y a des cadres en Chine. Le pays existe, je ne suis pas d'accord avec toi, il y a un pays qui existe. Non, mais je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis pas qu'il n'existe pas, je dis à ce rythme-là, qu'il y a la fuite des cerveaux et tout ça, à un moment donné, il n'y aura plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne. Mais je crois qu'il y aura toujours des gens, il y aura toujours des bras. Les bras, ils en auront toujours, peut-être, ils en manqueront, certainement, mais ils en auront toujours des bras. Parce que dis-toi qu'il y a encore des gens en Haïti, des hommes formés en Haïti qui sont là.
C'est vrai, il y a une fuite de cerveau, il y a des compétences qui ont quitté le pays, mais il y a encore des hommes de lettres, de sciences, des universitaires qui fonctionnent. On a besoin davantage d'universitaires, de gens pour aider. Parce que à ce moment, à ce carrefour où nous sommes aujourd'hui, Ferrolus, il faut tout le monde. Il faut tout le monde, il faut la diaspora, il faut aussi les gens au pays. Mais il faut tout le monde autour d'un projet, pas autour d'une personne. Pas autour de quelqu'un qui va, comme je le dis tantôt, qui va sauver Haïti avec une baguette magique. Mais il faut justement des personnes autour d'un mouvement qui partagent une vision du pays, une vision d'Haïti. On a besoin des gens tant au pays que dans la diaspora. Un projet qui englobera l'éducation, l'économie, la culture, un projet dans lequel les Haïtiens peuvent s'identifier. Parce que moi, je crois dans un projet social et politique. Un projet bien structuré, un projet qui est capable de penser Haïti sur le long terme. Un projet qui est capable de définir quel État, quelle société on veut pour Haïti. Parce qu'aujourd'hui, c'est la question à se poser, c'est quelle société, quel État qu'on veut pour Haïti. Donc il faut à un certain moment répondre à cette question autour justement d'un collectif. Pas autour d'une personne, mais c'est autour d'un collectif. On a besoin de ça, de la diaspora. Aussi, dans le pays, on a besoin de tout le monde pour bâtir Haïti. Très bien. Donc, j'espère que c'est peut-être que vous, en disant ça, peut-être que vous travaillez à ce projet. On sait jamais. Ben oui, mais et si toi aussi tu as un projet pour Haïti, invite-moi. Alors, on va aborder tout à l'heure effectivement la raison pour laquelle vous êtes à Paris. Effectivement, on va peut-être revenir un tout petit peu aussi sur votre travail d'écriture. Mais avant tout, il y a, en fait, pour préparer cette interview, en gros, évidemment, j'ai regardé un peu ce que vous faites sur les réseaux, parce que vous intervenez beaucoup, parce que vous êtes assez populaire, non? Sur les réseaux, vous avez beaucoup de followers, comme on dit. Oui, oui. J'ai vu à peu près vos prises de position. Il me semble que, voilà, suite à la qualification de l'équipe haïtienne à la Coupe du Monde de 2026, il me semble que vous avez lancé une initiative de levée de fonds pour supporter cette équipe, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, cette qualification a été pour moi un coup, on va dire, c'était un moment chargé d'émotions. Parce que je suis un amoureux du foot, un amoureux du ballon rond, mais écoute, depuis 1974, on n'a jamais été qualifié à une Coupe du Monde. Et moi, ma génération n'a jamais vécu ça. Donc vivre ça, pour moi, a été un moment historique, un moment rempli d'excitation, de joie, de bonheur. C'était quand même intéressant. Mais au lendemain de la qualification, je me suis dit, mais comment comment faire quelque chose pour récompenser, moi je les appelle ces héros du sport haïtien. Donc comment faire quelque chose? Et puis j'ai lancé justement une campagne de levée de fonds et en contactant des amis, des influenceurs pour m'aider à réaliser cette initiative. Et voilà, j'ai écrit la fédération, mais j'attends encore leur réponse pour véritablement démarrer avec ce projet. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous récoltez et que vous... Mais le projet, c'est un Haïtien, $1 pour la sélection. Donc, et cet argent, vous allez donner à la sélection, ça va se passer comment? C'est ça que je dis. Là, je suis en train de penser de monter un comité avec tu sais, les affaires d'argent entre Haïtiens, c'est un peu complexe, mais j'essaie quand même d'être le plus transparent possible. J'essaie de mobiliser un comité avec des personnes crédibles, honnêtes, que la société fait confiance, et pour justement gérer ce fonds et déterminer les mécanismes de collecte de ce fonds-là et comment on va justement le remettre par la suite à la fédération ou à la sélection. Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de vouloir, lever de l'argent au nom de la sélection haïtienne et tout ça? Et c'est pour ça d'abord que je veux être très institutionnel dans ma démarche. J'ai écrit d'abord à la fédération pour m'autoriser. Si justement elle m'autorise à faire cette levée de fonds, je le ferai avec plaisir. Et justement, mais je veux aussi dépersonnaliser cette question-là. Je veux pas que ça tourne autour de ma petite personne. Je veux impliquer d'autres personnes. Je dis bien des personnes crédibles, honnêtes, capables justement de faire un travail en toute transparence. D'accord. Alors, autre question sur la sélection nationale. J'ai vu aussi dans vos prises de position, ça j'ai bossé, je suis allé voir ce que vous faites. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça. Dans vos prises de position, effectivement, il me semble que si je me trompe, vous me direz, et qu'il y a un joueur et qui avait, qui avait porté sur son maillot un dessin de Vévé.
et vous avez expliqué en gros que c'est un objet de division et qu'un joueur, etc., selon le principe de la laïcité, en gros, que n'a pas le droit d'afficher une appartenance religieuse pour être neutre, pour représenter tous les Haïtiens, tout comme ça. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, effectivement, c'est ce que j'avais dit. La sélection nationale, la sélection haïtienne de football doit être au-dessus de la mêlée. Elle doit rassembler les Haïtiens, elle doit plus rassembler que diviser. Donc maintenant, sachant que le VV, moi je n'ai aucun problème avec le vaudou, pour avoir étudié la sociologie à la faculté d'ethnologie, pour avoir aussi pour avoir assisté à plusieurs danses comment on appelle ça, danse vaudou, etc. Et pour avoir étudié le vaudou, je n'ai absolument aucun problème avec le vaudou, ni avec les vaudouisants. J'ai des amis vaudouisants, etc. Mais le fait que le VV c'est quelque chose qui peut diviser, qui peut créer cette polémique-là, donc il ne faut pas justement impliquer la sélection dans cette polémique. Donc il faut placer la sélection au-dessus de cette question qui peut diviser, parce que la sélection doit rassembler les Haïtiens autour d'un idéal, aller à la Coupe du Monde et représenter fièrement le bicolore haïtien. C'était ça ma position, et je dis que la sélection doit être laïque, c'est-à-dire ne doit pas s'approprier d'un symbole religieux qui peut créer des problèmes. Et j'aurais aussi la même position si c'était une croix christique qui était sur le maillot. Et pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas que des protestants, il n'y a pas que des chrétiens, il y a aussi des vaudouisants. Et là, il n'y a pas que des vaudouisants, il y a aussi des chrétiens qui, justement, supportent la sélection nationale. Mais j'ai opté pour un maillot plutôt neutre, à travers lequel tout le monde peut s'identifier et porter ce maillot fièrement, parce que c'est le maillot de la sélection nationale. Il n'y a pas que les vaudouisans, il y a aussi les chrétiens, etc. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes il y en a qui m'ont lancé des invectives un peu partout. Bon, vous connaissez un peu, mais on peut se tutoyer parce que c'est Prévert qui disait je dis tu à tout ce que j'aime. Ben, voilà. C'est plus simple, ok, voilà. Ben voilà. Et il y a des gens qui m'ont lancé des invectives, qui m'ont traité d'aliéné, etc. Mais l'idée, c'est pas de cracher sur le VV ni sur le vaudou, mais c'est de porter une idée qui peut rassembler, qui peut justement rapprocher justement les Haïtiens autour de la sélection, autour justement de cette belle qualification historique. Mais justement, mais pourquoi le VV ne pourrait pas rassembler? Je pense que c'est là. Alors, comment dire? C'est vrai que, est-ce qu'on peut considérer le VV comme un véritable signe religieux, en fait, sachant que, évidemment, il n'y a pas, comment dire, c'est pas un objet qui participe à une forme de prosélytisme et tout ça, c'est juste un signe. D'ailleurs, c'est plus une graphie artistique, le VV, en fait. En quoi est-ce que ça, on va dire que ça porte un message religieux, en fait je pense que justement, tu as raison quelque part, parce que le VV, ça peut être, comme tu l'as mentionné, une espèce d'expression artistique, mais la façon dont on se l'approprie fait en sorte qu'on pense que c'est lié exclusivement à la culture vaudou ou au vaudou. Donc, mais voilà, le fait que dans l'imaginaire collectif haïtien, le VV, c'est quelque chose qui pose problème. Moi, je ne parle pas pour moi, mais pour moi, je n'aurais aucun problème. Mais moi, ça pose pas ce problème. Moi, je porterais sans embâche un maillot avec un VV. Mais justement, c'est dans l'imaginaire collectif haïtien, le VV veut dire ce qu'il veut dire. Donc maintenant, pour éviter toute cette problématique autour de quelque chose qu'on ne comprend pas bien, pourquoi ne pas neutraliser le maillot au lieu de l'associer à quelque chose qui peut susciter à des polémiques? Donc c'est plus simple de le faire comme ça. Bon, évidemment... Mais pourquoi ne pas aussi l'assumer? Parce que justement, comme tout à l'heure, on s'est dit qu'on se tutoie. Et oui, tout à l'heure, tu as mentionné Jean-Pierre Aïsma, justement, et quel bel exemple, effectivement. Soyons nous-mêmes le plus que possible. Jean-Pierre Aïsma, c'est effectivement qui nous invitait, l'un des plus grands intellectuels haïtiens du XXe siècle, évidemment, à assumer, comment dire, notre identité, tout ça, évidemment. Alors, mais le VV, pourquoi ne peut-il pas rassembler aussi? Parce que c'est un élément identitaire, etc. Parce que mais tu vas être d'accord avec moi qu'il y a un travail qu'il faut faire avant.
le travail de transmission, le travail qui n'est pas fait. Parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'est un VV. Bah, ce travail-là... C'est-à-dire, ce travail-là, il faut le faire. Mais est-ce que c'est maintenant qu'on va faire le travail, qu'à travers la sélection qu'on va faire ce travail? Non, c'est pas ça, c'est en le banalisant. Non, il n'y a pas de travail à faire. C'est-à-dire que un joueur qui porte un VV, c'est pas un débat. C'est-à-dire que ça, c'est le travail. C'est-à-dire que si on en fait, c'est quand on en fait un débat que ça devient problématique. C'est-à-dire que il n'y a pas de débat. Le mec, il a envie de porter un VV, il porte un VV. Au contraire, bon, c'est sa façon d'afficher son identité, son appartenance à une communauté, à la communauté haïtienne. C'est tout à fait justifiable historiquement, sur le plan identitaire, et ça passe. Il ne devrait pas y avoir de débat là-dessus. Voilà. Non, même plus que débat, il y en avait. Il y avait toute une polémique, et je pense que tu as suivi justement cette polémique sur les réseaux et sociaux haïtiens. Donc, puisque justement ça a suscité des polémiques, moi, je me suis dit, le moment n'est pas à la polémique, le moment est au rassemblement. Parce que le sport va au-delà du sport. Le football, ça va au-delà du sport. Ça aussi peut être un agent de paix. Je me rappelle bien, il y avait un conflit au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Il y avait un conflit sanglant, mais la qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde donc, a permis aux joueurs de lancer un message, dont Didier Drogba, qui était au devant de la scène. Il a lancé un message de paix, et justement, ça a permis à la Côte d'Ivoire de se réconcilier. Et je pense que, justement, cette qualification-là peut nous offrir ce moment historique où parce qu'on a besoin d'unité dans ce pays, on a besoin d'union, on a besoin de paix dans ce pays. Et je pense que c'est le moment ou jamais de porter un message de paix, de réconciliation nationale, d'unité. Et c'est pour ça que je voulais éviter toute polémique et inviter justement tous les Haïtiens à se rassembler autour d'un idéal commun. Très bien. Voilà, ce qui est dit, c'est bien, c'est clair pour tout le monde. Alors, je rappelle aussi que John Wesley Delva, on l'a dit tout à l'heure effectivement, poète, il me semble que tu as aussi reçu des prix, c'est ça? Tu as reçu des prix en France, j'ai vu, c'était pour le premier ou le deuxième moment. Alors j'ai en main avec mots et silence éphémère. Voilà, mots et silence éphémère. Voilà, donc est-ce que c'était pour ce recueil que... En fait, j'ai reçu le prix de la présidence de l'Université Sorbonne Lettres à Paris. Okay. C'est le prix, c'est un concours international de poésie qui rassemblait justement plus de 5000 poètes issus de la francophonie. Donc j'ai été lauréat à ce concours-là et j'ai reçu le prix de l'Université Sorbonne ici à Paris. C'était pas pour un recueil de poèmes à proprement parler, mais c'était pour un texte que j'ai titré Tabou. Donc voilà. Et puis j'ai eu aussi un prix c'est le prix Poésie en Liberté, c'est aussi un prix international. C'est des étudiants de partout qui ont postulé. Moi, j'ai représenté l'Université de Montréal et j'ai été 3e lauréat. Et j'ai aussi, j'étais finaliste au concours de poésie de Radio-Canada à Montréal. Donc voilà, je crois être le premier Haïtien à être finaliste à ce concours-là. Mais félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John Wesley Delva, d'être passé vraiment, discuter avec nous de tout ça, à la fois ton parcours et tout ça, tes engagements pour Haïti. Merci. Et je vous félicite, Haïti Inter, pour ce travail ô combien de qualité que vous faites, et dans un espace numérique marqué notamment par la vulgarité et la facilité. Donc, vous êtes une alternative. Donc, merci et continuez sur cette lancée. Merci beaucoup. Merci, ça nous fait très plaisir, mon cher Delva. Et merci à vous aussi, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez surtout appris à connaître un personnage que peut-être que vous avez déjà vu sur les réseaux. Et là, vous avez découvert, on va dire, différentes facettes probablement du personnage. Et merci et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle belle émission. Au revoir, à bientôt.